Si Bakary N'Baté était sans nul doute un grand conquérant, ce serait un euphémisme que de dire qu'il ne s'y entendait ni aux choses de la politique, ni à celles de l'économie. Pour mener à bien ses innombrables conquêtes, il avait eu besoin d'emprunter beaucoup d'argent. Ses dettes, il les légua à son fils, en même temps que le contrôle d'une chefferie certes étendue, mais surtout ethniquement divisée, diplomatiquement isolée et géopolitiquement menacée. Ne pouvant rembourser l'ensemble des dettes sans dissoudre l'armée, chose qui ne pouvait se permettre dans un contexte où une guerre civile pouvait à tout moment éclater, la première décision de Daou N'Baté fut de régler cette question de liquidité. Il convoqua d'abord les différents créanciers du royaume pour leur annoncer que seul un tiers d'entre eux recevrait l'argent qu'ils disaient mériter. Quant à savoir qui ferait partie du tiers payé, ce serait au hasard seul d'en décider. Nul n'osa protester de peur de ne pas être payé, personne ne croyant en effet que seul le hasard déciderait des personnes remboursées. Cette croyance était amplement justifiée, comme le prouvent les récents travaux de Rachidi Nahem Sahel sur le sujet. Et puis, ils gardaient tous en mémoire la façon dont N'Baté père avait pu traiter ses créanciers, et craignaient que de trop vives protestations se finissent par des liquidés plutôt que des liquidités. La manœuvre était habile, mais elle restait insuffisante, l'ancien roi ayant aussi emprunté de fortes sommes au royaume Moé, dont le roi était largement soutenu par le Songhai, fait qui rendait inenvisageable de le traiter avec la même légèreté que quelques particuliers. Ne pouvant prendre le risque de déclencher une nouvelle guerre, il fallut au jeune prince trouver rapidement un expédient pour résoudre le problème. Cet expédient porta un bien joli nom puisqu'il s'agissait de Lewa Hemhase, jeune princesse du royaume Moé. Il fut convenu que sa dot serait constituée des dettes impayées et le mariage fut promptement annoncé. Notez que le jeune prince ne perdait pas au change. La jeune Lewa était louée jusqu'à la cour du sultan pour sa grâce et sa beauté, et le temps devait couvrir cette union de félicité car la princesse donna à Daou 6 enfants et un puissant allié. Ce mariage princier fut aussi l'occasion d'apaiser les tribus inféodées en déployant un faste encore jamais égalé. C'est en tout cas ainsi que les historiens de l'époque ont rapporté les faits. On peut ainsi lire dans les chroniques royales qu'il entra dans la ville avec plus de 1000 danseuses et noya le peuple sous une telle quantité de denrées que les habitants de la cité mirent toute une année à les consommer. En signe d'amitié, il offrit au roi un éléphant entièrement blanc qui avait été acheminé par bateau depuis de lointaines contrées. Contre toutes les prédictions qui annonçaient l'effondrement certain d'un royaume qui s'était étendu trop vite et trop loin, le jeune prince réussit à maintenir un semblant d'unité. Voyageant dans toutes les tribus inféodées, consolidant sa position en multipliant les traités, il redressa la situation économique, notamment en ouvrant le pays aux marchands étrangers. Et il usa de divers stratagèmes pour s'attacher, si ce n'est la loyauté, au moins le concours des divers chefs de clan. Après avoir stabilisé la situation politique du pays, Daou partit soumettre les tribus musulmanes qui représentaient une menace constante à ses frontières. S'étant assuré le concours de Tombouctou et la neutralité du Songhai, il était prêt à s'attaquer au dernier pays qui faisait obstacle à son hégémonie sur la région, l'Empire malien. Autrefois puissant et florissant, ce dernier périclitait depuis la mort de Mansa Moussa, ses successeurs s'étant avachis sur le trésor qu'il avait constitué, se désintéressant du gouvernement pour s'avilir dans les plaisirs. La bataille, qui acta la suprématie du tout jeune royaume d'Ankiara et scella la chute de l'Empire malien, se déroula aux portes de Tombouctou. L'arrogant Safim avait assiégé la ville, sûr de l'avoir tombée en quelques jours, et se préparait déjà à envahir les territoires Akan. Malheureusement pour lui, le siège s'éternisa pendant plus d'un mois, tant que Daou mit à profit pour entrer dans l'Empire depuis Kong, prenant l'armée malienne en tenaille et lui coupant tout chemin de repli. De cette éclatante victoire, il tirera la légitimité qui lui manquait pour se faire couronner, chose qu'il fit à Tombouctou même, dans le temple d'Ankai, devenu depuis le lieu d'intronisation de tous les rois Akan. Grâce à cette victoire, le royaume du Dankara devint assez puissant pour ne plus craindre d'ennemis sur ses frontières, et les rois suivants eurent peu de difficultés à soumettre les quelques clans autonomes qui subsistaient dans la région.
Mais si le long règne de Daou Anbaté avait donné au royaume une légitimité et une stabilité sur laquelle ses successeurs pouvaient s'appuyer pour continuer d'étendre l'influence du Dankara, la menace que faisait peser la propagation de la foi sunnite sur l'unité du pays était de plus en plus pressante. Une vague de rébellion força ainsi son successeur à accepter l'établissement d'un état vassal musulman en Naïr, état qui subsista pendant près d'un demi-siècle, posant divers problèmes dans la région.